L'ensemble de notre univers et de notre existence est constitué d'atomes. Ils sont comme les éléments constitutifs de tout ce que nous connaissons. Mais comment les atomes se sont-ils formés? D'où viennent-ils? Notre compréhension des atomes est qu'ils sont extrêmement petits. Mais l'univers tout entier ne serait-il qu'un seul atome? Imaginez un atome dans votre esprit. Il s'agit d'un minuscule centre appelé noyau. Et autour de lui, il y a des électrons ultra rapides qui se baladent. Maintenant, plongeons dans une réflexion curieuse. Comment ces électrons parviennent-ils à tourner autour du noyau sans ralentir? Cette question a suscité un véritable casse-tête au début du XXe siècle et a conduit au développement fascinant de la mécanique quantique. Les physiciens avaient pour mission de percer les secrets des atomes. Ils ont découvert que chaque atome possède un noyau, sorte de centre, doté d'une charge positive et d'une masse considérable. Autour de ce noyau, il y a des électrons incroyablement petits avec une charge négative. Fort de ces connaissances de base, les scientifiques ont entrepris d'élaborer un modèle plus détaillé de l'atome. Dans un premier temps, ils se sont inspirés de notre système solaire en pensant à un noyau dense, semblable au Soleil, avec des éléments plus petits, comme des planètes, en orbite autour d'elle. Cependant, ce modèle a été confronté à quelques défis majeurs. Tout d'abord, lorsque les particules chargées s'accélèrent, elles émettent un rayonnement électromagnétique. Or, les électrons sont chargés et se déplacent sur leur orbite. Donc, selon ce modèle, ils devraient émettre des radiations en permanence. Cela signifie qu'ils perdent de l'énergie et s'enroulent rapidement en spirale vers l'intérieur pour finalement s'écraser sur le noyau. Mais nous savons que les atomes restent en place bien plus longtemps qu'une minuscule fraction de seconde, ce qui rend ce modèle peu pratique. Deuxièmement, les atomes ont été observés en train d'émettre des radiations à des fréquences spécifiques et distinctes, ce qui est différent de l'émission continue attendue si les électrons suivaient le modèle du système solaire. Un vrai casse-tête, n'est-ce pas? Niels Bohr, physicien danois très réputé, est entré en scène en tant que pionnier dans la résolution des perplexités entourant les électrons. Comportement des atomes. C'est en 13 ans qu'il a présenté une idée révolutionnaire. Les électrons d'un atome ne tournent pas au hasard. Au contraire, ils sont limités à des distances quantifiées spécifiques du noyau. Bohr est allé plus loin en proposant une distance minimale à laquelle un électron peut rester éloigné du noyau. Au-delà de ce point, il ne pouvait plus s'approcher. Les concepts de Bohr n'étaient pas de simples intuitions. Ils étaient solidement ancrés dans les travaux antérieurs du physicien allemand Max Planck. Environ 10 ans avant la percée de Bohr, Planck a introduit l'idée de la quantification de l'émission de rayonnement. Selon Planck, les objets ne peuvent absorber ou émettre des rayonnements qu'en quantités fixes distinctes, et non pas en une valeur arbitraire. Ces quantités fixes étaient définies par une valeur constante appelée constante de Planck, similaire au moment angulaire. Bohr s'est inspiré des travaux de Planck et les a appliqués spécifiquement aux électrons tourbillonnant autour d'un noyau. Il a affirmé que la plus petite orbite qu'un électron puisse avoir posséderait un moment angulaire exactement égal à une constante de Planck. Les orbites plus grandes, en revanche, pourraient présenter des multiples de la constante de Planck. Les fractions peuvent être de l'ordre de 2 ou 3 fois sa valeur, mais elles ne peuvent jamais être de l'ordre de 1,3 ou de 2. 6. Le modèle complexe de Bohr a jeté les bases d'une compréhension plus précise de la structure atomique en élucidant les mystères du comportement des électrons dans le microcosme. Pour comprendre pourquoi les électrons adoptent des orbites spécifiques et adhèrent à des niveaux d'énergie bien définis, il a fallu développer pleinement la mécanique quantique. Les électrons, à l'instar des autres particules constituant la matière, présentent une double caractéristique, agissant à la fois comme des particules et des ondes. Alors que notre perception conventionnelle pourrait assimiler un électron à une planète miniature tournant autour d'un noyau, une autre perspective l'envisage comme une onde englobant le noyau. Lorsque les ondes sont confinées dans un espace délimité, elles sont soumises à des règles particulières. Elles ne peuvent pas présenter des longueurs d'onde arbitraires, mais doivent se conformer à des modèles d'ondes stationnaires qui s'adaptent précisément à l'espace donné. C'est un peu comme jouer d'un instrument de musique. Lorsque vous attachez les extrémités d'une corde de guitare, seules des longueurs spécifiques produisent des notes distinctes. De même, l'onde électronique entourant un noyau doit s'aligner sur l'espace disponible et l'orbite la plus proche est dictée par la première onde stationnaire de cet électron. Au fur et à mesure des progrès de la mécanique quantique, des améliorations ont été apportées à ce modèle, mais le concept fondamental est resté cohérent. Un électron ne peut pas s'approcher du noyau au-delà d'un certain point en raison de ses limites mécaniques quantiques qui l'empêchent d'occuper un espace plus restreint. Cette analogie complexe, qui compare le comportement des électrons à des harmonies musicales,
offre une passerelle pour comprendre l'interaction fascinante entre la mécanique quantique et la danse dynamique des particules dans le domaine microscopique. Une autre façon de comprendre cela ne fait pas du tout appel à la mécanique quantique. Il examine les différentes énergies en jeu. Un électron en orbite autour d'un noyau ressent une attraction électrique vers le noyau, essayant toujours de s'en rapprocher. Dans le même temps, l'électron dispose d'une énergie cinétique qui le repousse. Pour un atome stable, ces forces sont équilibrées. L'énergie totale d'un électron en orbite, combinant ses énergies cinétiques et potentielles, est négative. Ainsi, pour retirer l'électron, il faut ajouter de l'énergie à l'atome. Ce phénomène est similaire à celui des planètes en orbite autour du Soleil. Il faut ajouter de l'énergie pour sortir une planète du système solaire. Imaginez un électron qui tombe vers le noyau en raison de la charge électrique, mais qui, à cause de la mécanique quantique, ne peut jamais atteindre le noyau. Rester en orbite. La physique le permet parce que l'énergie totale du système est négative, ce qui témoigne de sa stabilité et maintient les composants ensemble pour former un atome durable. Plongeons dans l'intrigant voyage de la formation du premier atome, un processus intimement lié à la trame de notre vaste univers. Tout ce qui nous entoure, du plus petit grain au plus grand des corps célestes, est composé d'une étonnante multitude d'atomes, dépassant le nombre stupéfiant de 10 quadrillions de vigintillions dans le cosmos observable. Ces atomes, éléments fondamentaux de la matière, sont constitués d'électrons. Les protons et les neutrons sont à la base de l'univers, qui, dans leur essence minuscule, abritent des constituants encore plus petits appelés quarks. L'origine de ces particules remonte à un événement monumental connu sous le nom de Big Bang. La théorie du Big Bang nous sert de boussole cosmique, nous guidant à travers le récit cosmique de la création de l'univers. Cette théorie postule qu'une quantité colossale d'énergie s'est condensée à la naissance de l'univers, conduisant à la formation des atomes. Cependant, il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg scientifique, car l'élucidation des subtilités du Big Bang exige une exploration plus nuancée des événements du début de l'univers. Malheureusement, le moment précis du début de l'univers reste une énigme, et nous nous demandons si elle a vraiment commencé. Notre guide le plus fiable dans cette quête cosmique, le modèle standard de la cosmologie, nous permet de remonter le temps jusqu'au voisinage du commencement, où la théorie prédit une singularité, un moment de densité infinie, où toute la matière et l'énergie ont été comprimées en un point infiniment petit. Cependant, de nombreux physiciens émettent des réserves quant à l'exactitude absolue de cette prédiction. Notre odyssée scientifique nous ramène à une époque proche du temps de Planck, soit environ 10 puissance moins 43 secondes. Mais au-delà de cette étape, le voile de l'incertitude recouvre notre vision. Avant ce clin d'œil cosmique, le récit de la genèse de l'univers nous échappe et les secrets de l'époque primordiale restent dissimulés dans la tapisserie cosmique. Dans notre quête de compréhension, nous sommes remarquablement proches de la nuit des temps. Mais le moment insaisissable où T est égal à un reste un mystère séduisant, invitant à l'exploration et à la contemplation. Se lancer dans le voyage cosmique pour comprendre les premiers chapitres de l'univers nécessite de se plonger dans le domaine de la théorie quantique de la gravité, une fusion complexe des principes régissant la gravité qui élucide le comportement des entités substantielles et la mécanique quantique qui élucide le comportement des particules infiniment petites. Cette odyssée cosmique se déroule au cours d'un segment connu sous le nom d'époque de Planck, à une échelle étonnamment minuscule de 10 à la puissance moins 43 secondes. Au cours de cette période, une tapisserie de la dynamique cosmique se déploie, avec la conjecture que toutes les forces fondamentales, y compris l'électromagnétisme, la force faible, la force forte et la gravité, ont fusionné en une grande force singulière. Aujourd'hui, commençons l'exploration chronologique de la théorie du Big Bang, en réglant notre horloge temporelle avant l'époque de Planck, inaugurant un récit marqué par l'évolution cosmique. Cependant, pour contourner l'énigmatique singularité à t égale à 1, nous avançons avec prudence. Reconnaître l'incertitude qui entoure l'état de l'univers pendant cette époque insaisissable et les événements qui l'ont précédé. Notre voyage théorique commence à l'époque de l'inflation, s'étendant d'environ 10 puissance moins 36 secondes à environ 10 puissance moins 33 secondes après le Big Bang. Au cours de l'inflation, le cosmos subit une expansion extraordinaire, dépassant les limites de notre compréhension conventionnelle. Cette expansion se produit à une vitesse supérieure à celle de la lumière, catapultant le cosmos d'un point minuscule à une échelle proche de celle d'une grosse orange.
il est essentiel de noter que, alors que la transmission de l'information est limitée par la vitesse cosmique, l'inflation cosmique implique l'expansion de l'espace lui-même. Cela permet à des points distants de s'éloigner l'un de l'autre à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Alors que la période d'inflation offre un aperçu alléchant de la chronique cosmique, notre compréhension la plus substantielle provient de la phase qui succède à l'inflation. Ici, nous assistons au Big Bang non pas comme un point solitaire dans l'espace et le temps, mais comme une époque où l'univers primitif pulsait avec une chaleur extrême et une expansion rapide. En parcourant cette chronologie cosmique, nous naviguons dans les complexités des époques de formation de l'univers, perçant les secrets de son enfance et réfléchissant à l'énigmatique danse des forces qui ont façonné le cosmos. On pense que l'inflation s'est produite entre 10 puissance moins 36 et environ 10 puissance moins 33 secondes. L'énergie à l'origine de cette expansion est inconnue et l'inflation cosmique efface toute information sur ce qui existait avant elle. Le modèle standard de la cosmologie est bien compris à partir d'environ 10 à la puissance moins 12 secondes, car les niveaux d'énergie de l'univers peuvent être recréés dans les accélérateurs de particules actuels. Avant cette date, nous ne pouvons que spéculer sur les événements qui se sont déroulés entre environ 10 puissance moins 33 secondes et 10 puissance moins 12 secondes, où les forces de gravité, la force forte, les forces électromagnétiques et les forces faibles, appelées forces électrofaibles, étaient encore unifiées. L'histoire de l'origine des premières particules élémentaires en apesanteur se présente comme une énigme cosmique aux multiples récits potentiels. Une première hypothèse situe leur genèse dans le maelstrom énergétique du Big Bang, tandis qu'une autre suggère une danse transformatrice au sein d'un champ d'inflation, dans lequel les inflatons se sont métamorphosés en particules élémentaires qui peuplent aujourd'hui notre paysage cosmique. Cette ouverture cosmique se déroule vers l'époque de 10 puissance moins 11 secondes, marquant un moment charnière où la température chute à environ 10 puissance 15 Kelvin, inaugurant l'époque du quark. À cette époque, la scène cosmique est le théâtre d'une interaction dynamique entre les forces fondamentales de l'électricité et de la force faible, qui aboutit à une séparation connue sous le nom de brisure de symétrie électrofaible. Ce ballet cosmique complexe s'accompagne de l'acquisition par le champ de Higgs d'un potentiel non nul, conférant une masse aux particules élémentaires définie par le modèle standard de la physique des particules. À ce moment-là, les éléments fondamentaux nécessaires à la formation des atomes se mettent en place et la température de l'univers naissant oscille autour d'un quadrillion de Kelvin, ce qui est stupéfiant. Au fur et à mesure que la tapisserie cosmique se déploie, l'univers se dilate et se refroidit. Les températures autrefois brûlantes empêchent les quarks de se regrouper en particules composites comme les protons et les neutrons. Cependant, une alchimie cosmique s'opère lorsque la température descend progressivement jusqu'à environ 1 trillion de Kelvin en l'espace de 10 puissance de moins 5 secondes. Le plasma de quark se métamorphose en gaz hadronique, avec des protons, des neutrons et des mésons spécifiques. Par la suite, ces mésons subissent des transformations qui aboutissent à l'émergence des photons et des électrons. Avec chaque baisse de température, une symphonie d'annihilation particules-antiparticules s'ensuit, engendrant des paires telles que les neutrinos et les photons. Curieusement, une subtile asymétrie dans cette danse cosmique permet un excès de particules par rapport à leurs antiparticules, offrant ainsi une échappatoire cosmique à certains quarks et électrons. Cette endurance ouvre la voie cosmique à la création des protons, des neutrons et des électrons, les éléments essentiels à la formation des premiers atomes. Dans le grand drame cosmique, cette chorégraphie complexe prépare le terrain pour l'évolution du récit cosmique, les particules, les forces et les températures, orchestrant un ballet céleste qui façonne le tissu même de notre existence cosmique. Le processus d'annulation s'achève à l'époque de la leptine, aux alentours d'une seconde, lorsque les températures chutent à environ 5 milliards de Kelvin. Pendant ce temps, les leptons terminent le processus d'annulation. Après ce spectacle impressionnant, la plupart des particules de matière se transforment en photons et en neutrinos. Mais en raison de la différence entre la matière et son opposé, il reste une petite quantité de protons, de neutrons et d'électrons, devenant les éléments de base des atomes. Quelques minutes après le début de l'univers, c'est l'ère de la nucléosynthèse du Big Bang, BBN, commence par la production d'un nombre égal de protons et de neutrons. Les neutrons libres sont naturellement instables et se transforment en protons par désintégration bêta en 10 minutes environ,
puissance -15. Tant que la température reste élevée, la conversion entre les protons et les neutrons reste équilibrée. Mais au fur et à mesure que l'univers se refroidit, la désintégration des neutrons devient plus fréquente. Les neutrons libres essaient de se combiner avec d'autres hadrons et de créer des noyaux plus gros avant de se désintégrer. Ce processus fait que l'univers est constitué d'environ 75% de noyaux d'hydrogène et 25% de noyaux d'hélium-4, avec de petites quantités de deutérium et d'hélium-3 et de minuscules traces de noyaux de lithium-9. Dans cette chronique cosmique, un chapitre important se déroule alors que l'univers traverse l'époque des photons. Une période d'environ 3,8 000 ans. À cette époque, la tapisserie cosmique est tissée avec des noyaux principalement ionisés, dépourvus d'électrons compagnons. L'alchimie cosmique nécessaire à la formation d'atomes neutres stables repose sur l'interaction essentielle entre les électrons et les nucléons chargés positivement. Cependant, l'univers à cette époque reste plongé dans une chaleur intense. Les électrons deviennent des compagnons temporaires des nucléons avant que la force implacable de leur haute énergie ne les propulse vers la séparation. Cette séparation persistante perpétue un nuage cosmique où les photons, porteurs de lumière, interagissent en permanence avec les nucléons et les électrons, ralentissant leur voyage céleste à travers la vaste étendue cosmique. Au fur et à mesure que le drame cosmique se déroule, l'époque des photons persiste jusqu'à ce que l'univers subisse un refroidissement transformateur atteignant une température de 3000 Kelvin. À ce stade cosmique, les électrons, désormais dotés d'une énergie réduite, succombent à la force électromagnétique, forgeant des liens durables avec les nucléons dans un processus connu sous le nom de recombinaison. Cette alchimie cosmique annonce la naissance d'atomes neutres stables, libérant les photons de leur enchevêtrement dans le tumulte cosmique des nucléons positifs et des électrons négatifs. Désormais, ces photons se lancent dans un voyage effréné à travers la toile cosmique. Pour les spectateurs cosmiques situés dans le théâtre cosmique, ce voyage lumineux offre un spectacle visuel au présent. La lumière inaugurale de l'univers, baptisée fond diffus cosmologique, CMB, se déploie dans toutes les directions. Cet émissaire lumineux capture le moment où les premiers atomes neutres stables font leur apparition dans le cosmos, dévoilant des révélations cruciales sur l'univers naissant et la genèse complexe des atomes. Alors que nous naviguons dans ces révélations cosmiques, une question intrigante fait surface. Les atomes se touchent-ils jamais vraiment? Cette question porte sur la nature fondamentale des interactions atomiques et nous invite à contempler les profonds mystères qui régissent le comportement de ces éléments dans la grande tapisserie du cosmos. Les atomes sont constamment engagés dans une danse d'interactions, mais pour saisir les subtilités de ces interactions, nous devons redéfinir notre conception de l'interaction. Notre compréhension conventionnelle de l'interaction découle du monde observable qui nous entoure. Prenons l'exemple d'un aimant que l'on pousse vers un autre aimant. Lorsque les aimants se rapprochent, on observe une interaction entre eux. Alternativement, pensez à deux ballons chargés différemment, l'un chargé positivement et l'autre négativement. Lorsque vous les approchez l'un de l'autre, il y a une interaction entre les surfaces chargées des ballons. Dans ce cas, les forces magnétiques entre les aimants ou les forces électrostatiques entre les ballons chargés sont différentes. L'interaction de vitrine entre des entités distinctes. Les pôles de l'aimant ou la charge des ballons représentent des propriétés qui influencent la nature de leur interaction, créant un échange dynamique au niveau microscopique. Cependant, lorsque nous nous aventurons dans le domaine microscopique, notre compréhension conventionnelle se heurte à des difficultés, ce qui entraîne une certaine perplexité à l'égard des interactions à l'échelle atomique. Si nous pouvions zoomer au niveau atomique, nous serions témoins d'une scène animée où les atomes et les molécules sont en perpétuel mouvement et s'entrechoquent, se tordent et tournent dans une symphonie chaotique. Au milieu de ce tumulte microscopique, une révélation importante émerge. Les atomes n'ont pas de frontières distinctes. Au cœur du noyau, un amas de protons et de neutrons. Les électrons existent dans un nuage de probabilités, indiquant les emplacements potentiels qu'ils pourraient occuper. Les principes de la mécanique quantique nous permettent de calculer ces probabilités, révélant qu'elles s'étendent sur la vaste étendue de l'univers. Pourtant, dans la plupart des scénarios observables, les électrons ont tendance à rester à proximité du noyau. Par conséquent, à moins que nous ne nous engagions dans des expériences à haute énergie, il n'est pas urgent d'approfondir ces subtilités.
Comme les atomes n'ont pas de surface solide d'une certaine manière, il n'y a pas de contact physique parce qu'il n'y a jamais de rencontre directe entre les surfaces. Cependant, le toucher signifie également une interaction étroite et influente, et c'est dans ce sens qu'il faut l'entendre, les atomes sont toujours en contact. Les atomes interagissent grâce à la force électromagnétique provenant des charges électriques des électrons et des protons qu'ils contiennent. Techniquement, cette force a une portée infinie, mais elle ne devient importante que lorsque les atomes sont suffisamment proches. Parfois, les atomes se repoussent les uns les autres en raison de la force électromagnétique entre leurs électrons. Dans ce bref instant, il est difficile de décrire leur interaction autrement que comme touchante, même si elle n'est pas instantanée. Il s'agit toujours d'un contact. Par exemple, lorsque nous regardons la tasse sur la table au niveau atomique, nous voyons que les électrons sur le bord extérieur de la tasse ne touchent pas le bord extérieur de la tasse, sont repoussés par les électrons sur le bord extérieur de la table. Malgré l'écart qui existe généralement entre les couches d'électrons, les atomes sont suffisamment proches pour s'influencer mutuellement de manière significative. Cela ressort clairement du fait que le gobelet ne tombe pas à travers la table et que les forces électromagnétiques entre les atomes s'opposent à l'attraction de la gravité sur le gobelet. À grande échelle, lorsque nous disons que deux objets se touchent, ils reflètent la même interaction à petite échelle. Les atomes peuvent interagir de différentes manières, et ce n'est pas aussi simple que d'être toujours repoussés par la force électromagnétique. Lorsque les atomes s'approchent les uns des autres, il se produit une force appelée force de Van der Waals, qui fait partie de la force électromagnétique. De manière surprenante, cette force peut créer des liens entre les atomes, ce qui conduit à la création de molécules. Dans une molécule, les atomes sont essentiellement en contact les uns avec les autres. Il est intéressant de noter que même les noyaux des atomes ont le potentiel de se toucher, bien qu'il s'agisse d'un défi en raison de la forte répulsion électromagnétique entre les protons chargés positivement dans chaque noyau. La mécanique quantique entre en jeu dans ce scénario. Si deux atomes sont rapprochés et maintenus ensemble pendant un certain temps, il y a une chance, même si elle est aléatoire, que leurs noyaux peuvent se mélanger. Ce processus est connu sous le nom de fusion nucléaire, où deux atomes séparés fusionnent en un seul atome plus grand. Lorsque les atomes impliqués sont plus légers que le fer, cette fusion libère de l'énergie. C'est grâce à ce processus fondamental que les étoiles, y compris notre Soleil, produisent de l'énergie qui les fait vivre. Explorons maintenant le concept d'atomes identiques au sein d'un même élément. Non, deux atomes d'un même élément chimique ne sont généralement pas identiques. Tout d'abord, les électrons d'un atome peuvent se trouver dans des états différents. Ainsi, deux atomes d'un même élément peuvent être différents si leurs électrons sont dans des états différents. Par exemple, un atome de cuivre avec un électron excité et un autre atome de cuivre avec tous les électrons dans l'état fondamental sont distincts. L'atome de cuivre excité émettra de la lumière lorsque l'électron retournera à l'état fondamental, alors que l'atome de cuivre à l'état fondamental n'en émettra pas. La façon dont un atome se lie chimiquement dépend de l'état de ses électrons, de sorte que deux atomes du même élément peuvent réagir différemment s'ils sont dans des états différents. Les chimistes le savent bien, et pour décrire et prévoir pleinement une réaction, il est nécessaire de spécifier les états d'ionisation et d'excitation des électrons dans les atomes. En outre, lorsqu'il n'est pas perturbé, un atome ne possède généralement pas le même nombre de protons et d'électrons. Même lorsque deux atomes du même élément ont leurs électrons dans des états identiques, ils ne sont pas vraiment identiques. Des facteurs tels que leur mouvement ou leur rotation à des vitesses différentes peuvent influencer leur capacité à former des liaisons chimiques. Les atomes dont le mouvement est plus lent, comme ceux que l'on trouve dans le fer solide, ont suffisamment de temps pour établir des liaisons stables. À l'inverse, les atomes dont la vitesse est plus élevée, comme ceux du fer liquide, luttent pour former des liens stables. Par conséquent, un atome d'étain se déplaçant lentement a un comportement différent de celui d'un atome d'étain se déplaçant rapidement. Considérons maintenant un scénario dans lequel deux atomes du même élément ont non seulement leurs électrons dans les mêmes états, mais se déplacent et tournent également à la même vitesse. Serait-il alors indiscernable? La réponse est non. Comme les électrons, les neutrons et les protons du noyau peuvent exister dans différents états excités. En outre, le noyau dans son ensemble peut tourner et vibrer à différentes vitesses. Par conséquent, même si tous les autres aspects sont identiques, deux atomes d'or peuvent avoir leur noyau dans des états excités différents, ce qui les amène à se comporter différemment dans les réactions nucléaires. Par essence, la réalisation d'une identité parfaite entre deux atomes de même nature est une tâche extrêmement difficile. Même lorsqu'il s'agit de deux atomes qui sont essentiellement les mêmes d'un point de vue chimique et qui présentent des réactions chimiques identiques, ils ne peuvent pas être considérés comme totalement identiques.
Cette affirmation dépasse les considérations sur les électrons pour englober le noyau d'un atome. Le noyau est composé de neutrons et de protons étroitement liés. Il est essentiel de reconnaître que des atomes du même type peuvent posséder un nombre différent de neutrons tout en appartenant à la même espèce atomique. Ces variantes, appelées isotopes, ont des implications, notamment dans les réactions nucléaires et plus spécifiquement dans des processus tels que la désintégration radioactive. Si la présence d'un isotope particulier n'a pas d'incidence sur les réactions chimiques d'un atome, elle influence considérablement le comportement de l'atome dans les réactions nucléaires. Les différents isotopes ont des taux de désintégration différents et présentent des caractéristiques distinctes dans les processus radioactifs. La prévalence et l'importance des réactions nucléaires, telles que la désintégration, varient d'un isotope à l'autre. Certains isotopes se désintègrent rapidement, se transformant en d'autres éléments, tout en émettant des radiations, tandis que d'autres restent stables. Dans des contextes tels que la datation au carbone, il devient crucial de différencier les isotopes d'un même élément. Par exemple, un atome de carbone 12 n'est pas équivalent à un atome de carbone 14. Le simple fait de compter le nombre total d'atomes de carbone dans un échantillon ne fournit pas d'informations sur l'âge de l'échantillon. Une analyse complète consiste plutôt à compter le nombre de différents isotopes du carbone présents dans l'échantillon. Cependant, il est important de comprendre que les atomes n'ont pas d'identité individuelle au-delà de ce qui a été mentionné ici. Si deux atomes de carbone se trouvent exactement dans la même molécule, le même atome, la même électronique et nucléaire, ces deux atomes de carbone sont identiques, quelle que soit leur origine ou leur histoire. Les atomes, qui sont les éléments de base de la réalité, pourraient également avoir une couleur, n'est-ce pas? Ou le font-ils? En regroupant de nombreux atomes, on obtient l'écran que l'on regarde actuellement, qui a bien une couleur. Cela signifie-t-il que chaque atome a également sa propre couleur? Si tel est le cas, est-ce le noyau ou peut-être les électrons qui sont colorés? Et si oui, de quelle couleur? Les couleurs que vous voyez sont créées par le cerveau humain. Elles n'existent pas vraiment en dehors de votre perception visuelle. Qu'est-ce que la couleur exactement? Pour comprendre cela, il faut saisir la nature de la lumière. La lumière est constituée de particules appelées photons. Toutefois, ce comportement n'est perceptible que lorsqu'il est observé. Dans le cas contraire, elles agissent comme des ondes électromagnétiques. Ce phénomène est connu sous le nom de concept de dualité onde-particule. Et oui, c'est étrange. Ces ondes ont des fréquences spécifiques et sont classées en 7 sections de longueur d'onde primaire, allant des ondes radio, aussi grandes que la Terre, aux rayons gamma, aussi petits que les atomes. L'œil humain ne peut percevoir que cette petite partie appelée lumière visible, alors que tout le reste reste invisible. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette région est importante. En effet, les premiers yeux sont apparus alors que les organismes vivaient dans des environnements sous-marins, et cette partie de la lumière est transparente dans l'eau. La lumière infrarouge et ultraviolette, en revanche, est transparente dans l'eau. Rendent l'eau quelque peu opaque. Si les premiers organismes ont évolué dans des lacs de soufre sur une planète en orbite autour d'une étoile à neutrons, leurs yeux se sont peut-être adaptés pour voir quelque chose comme les rayons X. Voilà qui est clair. Comment la lumière se forme-t-elle et comment nous aide-t-elle à voir les couleurs? Au cœur du Soleil, les noyaux d'hydrogène subissent une fusion nucléaire sous l'effet d'une immense pression, se transformant en particules alpha et émettant des rayonnements gamma. Ce rayonnement rebondit autour du Soleil, entrant en collision avec d'autres atomes d'hydrogène pendant des milliers d'années, perdant de l'énergie au cours du processus jusqu'à ce qu'il émerge finalement sous forme de lumière visible ou ultraviolette qui atteint ensuite la Terre. La lumière se comporte de deux manières lorsqu'elle rencontre un matériau. Elle peut être absorbée ou renvoyée. Cela dépend de la nature du matériau. Prenons l'exemple d'un tissu bleu. Il paraît bleu parce qu'il reflète la partie bleue de la lumière tout en absorbant toutes les autres parties. Il s'agit donc de toutes les couleurs sauf le bleu, car le bleu se reflète et n'est pas absorbé. C'est pourquoi les objets noirs deviennent très chauds au soleil. Ils absorbent toute la lumière et ne reflètent pas grand-chose. En revanche, les objets blancs reflètent la majeure partie de la lumière et n'en absorbent pas beaucoup. C'est ce qu'on appelle la réflexion et l'absorption globale. Lorsqu'un faisceau de lumière rencontre un groupe d'atomes en même temps, des éléments tels que la distance entre les molécules ou la façon dont elles sont disposées peuvent affecter les couleurs de la lumière réfléchie. Par exemple, même si la neige et la glace sont constituées du même type de molécules, elles sont agencées différemment, rendant la neige blanche et la glace transparente. En revanche, l'eau n'absorbe pas beaucoup de lumière, et la plus grande partie de celle-ci passe à travers. Il faudrait plonger profondément dans l'océan pour éviter la lumière du soleil. Pensez au carbone. Reprenons notre question initiale. Peut-on attribuer des couleurs aux atomes? Dans le contexte de la réflexion en vrac, la réponse directe est non. En effet, les longueurs d'onde de la lumière sont beaucoup plus grandes que les dimensions d'un seul atome.
ce qui rend impossible le discernement des couleurs à une échelle aussi infime. Cependant, lorsque l'on se penche sur le rayonnement thermique, un phénomène fascinant apparaît. Lorsqu'on chauffe une substance, les atomes qu'elle contient subissent une agitation accrue, ce qui entraîne la libération de photons. Il est surprenant de constater que, quelle que soit la substance chauffée, la lumière émise suit le même spectre de couleurs. Il est important de noter que cet affichage coloré ne se produit que lorsqu'il y a un rassemblement de particules. Les atomes isolés ne présentent pas de couleur perceptible par rayonnement thermique. Passons maintenant à la décharge de gaz. Lorsque l'électricité traverse un groupe d'atomes, elle induit un état d'excitation qui provoque la libération de photons. La lumière émise se manifeste dans différentes couleurs en fonction de la substance spécifique impliquée, créant ainsi un spectre d'émission distinctif pour chaque élément. Les atomes d'hydrogène, par exemple, émettent des couleurs distinctes, une caractéristique partagée par des éléments comme le fer. En fait, chaque élément possède sa propre empreinte de couleur, définie par son spectre d'émission. Bien que l'on puisse considérer qu'il s'agit de la couleur de l'élément, de notre point de vue quotidien, les atomes sont infiniment plus petits que la longueur d'onde de la lumière. Par conséquent, le concept de couleur ne tient pas au niveau atomique dans notre perception conventionnelle. Intéressons-nous maintenant à une nouvelle requête. Comment se fait-il que les protons à l'intérieur du noyau ne s'expulsent pas les uns les autres? Dans la nature, il existe 4 forces fondamentales. Gravité, la force faible, l'électromagnétisme, et la force forte. Si nous connaissons la gravité à grande échelle, au niveau quantique, ce sont les 3 autres forces qui prennent le relais. L'électromagnétisme, qui est environ 10 fois plus puissant que la gravité, est responsable de l'attraction des électrons vers les protons dans les atomes. Vous vous demandez peut-être pourquoi les protons multiples des noyaux atomiques ne se repoussent pas fortement les uns les autres en raison de l'électromagnétisme. Selon la loi de Coulomb, dans un atome d'hélium, 2 protons devraient sans arrêt subir une force de répulsion qui les ferait s'éloigner l'un de l'autre instantanément. Cependant, les protons restent ensemble en raison d'une force encore plus puissante appelée force nucléaire forte. Cette force, environ 100 fois plus puissante que l'électromagnétisme, opère à l'échelle des noyaux atomiques. Bien qu'il fonctionne différemment de l'électromagnétisme, c'est la principale raison pour laquelle les protons restent liés au noyau. Cette force n'est peut-être pas aussi familière, car elle n'est généralement pas abordée avant les études universitaires. Le monde de la chromodynamique quantique nous explique comment les protons et les neutrons s'agglutinent à l'intérieur des noyaux atomiques résistant à la forte poussée de l'électromagnétisme. La force nucléaire forte, responsable de la cohésion des noyaux atomiques, représente environ 99% de la masse des objets courants, ce qui peut surprendre car on pense souvent que le champ de Higgs y contribue davantage. Pour approfondir les subtilités de la force forte, examinons la composition des protons et des neutrons. Au sein de ces particules subatomiques, on trouve des quarks, des entités minuscules qui constituent la matière, et les gluons, particules chargées de porter la force. La configuration d'un proton comporte 2 quarks up et un quark down, tandis qu'un neutron est composé de 2 quarks down et d'un quark up. Les gluons, responsables du maintien de la proximité des quarks, possèdent une charge de couleur distincte des couleurs optiques qui se déclinent en rouge, vert et bleu, s'amalgamant pour créer la couleur neutre qu'est le blanc. Pour obtenir des charges neutres, on peut soit mélanger les 3 couleurs, soit utiliser des charges anticolores. La connexion entre les gluons et les quarks joue un rôle crucial dans leur liaison. Il convient de noter que seuls les quarks et les gluons sont sensibles à la force forte, les gluons fonctionnant comme des messagers analogues aux photons dans l'électromagnétisme. Lorsque les quarks tentent de s'éloigner les uns des autres, un élastique métaphorique entre en jeu. Au lieu de laisser le quark aller librement, l'énergie requise donne naissance à une nouvelle paire quark-antiquark, appelée méson. Cette disposition garantit que les quarks libres ne peuvent pas exister de manière indépendante. Ils sont invariablement liés à au moins un autre quark. Le rôle des mésons est essentiel pour comprendre comment les protons et les neutrons interagissent dans le noyau atomique. Bien qu'elle soit plus faible que la force agissant à l'intérieur des nucléons, la force nucléaire forte dépasse largement la répulsion due à l'électromagnétisme des protons chargés positivement. L'intrigue de la force nucléaire forte réside dans son fonctionnement à des distances remarquablement courtes, à peu près équivalentes au diamètre d'un proton. Cependant, son efficacité diminue rapidement avec l'augmentation de la distance.
Cette caractéristique revêt une grande importance, car elle impose une contrainte sur la taille des noyaux atomiques stables, les empêchant de s'étendre au-delà d'un certain seuil. Pour approfondir son rôle, la force nucléaire forte, facilitée par les mésons, joue un rôle essentiel en liant étroitement les protons et les neutrons dans les noyaux atomiques. Cette force collabore harmonieusement avec la force forte, qui est responsable de la cohésion des quarks au sein des nucléons. Il est essentiel de comprendre les subtilités de la force forte pour élucider la nature de la matière et comprendre l'existence des objets et des formes de vie qui nous sont familiers. Explorons maintenant la taille d'un proton, une particule fondamentale du paysage subatomique. Bien que l'on puisse supposer que notre compréhension des propriétés atomiques, y compris la taille des protons, a atteint un niveau satisfaisant après des études approfondies, il n'en reste pas moins que les propriétés atomiques ont été étudiées de manière approfondie. En 2010, une expérience révolutionnaire a introduit un élément nouveau. Cette expérience a remis en question nos notions existantes en fournissant une mesure nettement différente de la taille d'un proton, et nous incite à revoir notre compréhension de la question. Après près d'une décennie d'examens et d'analyses minutieux, les scientifiques pensent avoir résolu cette énigme intrigante, souvent appelée le mystère du rayon du proton. Avant d'entrer dans les méandres des dernières découvertes, il est essentiel de dissiper certaines notions simplifiées sur les atomes. Contrairement à une boule de billard lisse, un proton est plus précisément décrit comme un nuage de quarks maintenus ensemble par des gluons, ajoutant une couche de complexité à notre compréhension de ces particules fondamentales. Les quarks jouent un rôle crucial dans l'élaboration des caractéristiques du proton, en particulier sa charge positive. La compréhension des dimensions de cette limite de charge positive permet essentiellement de comprendre la taille du proton. Depuis plusieurs décennies, les scientifiques utilisent deux approches distinctes pour déterminer le rayon de la frontière du proton, s'engageant dans des recherches complexes qui lèvent le voile sur les mystères de ces particules subatomiques. La première méthode consiste à diriger les électrons vers les atomes, en se concentrant souvent sur l'hydrogène en raison de sa simplicité, un proton solitaire dans le noyau, orbitant autour d'un seul électron. En observant attentivement les interactions entre les électrons et le noyau, les scientifiques discernent l'endroit où la charge positive du proton commence à diminuer, marquant ainsi la limite de sa taille. La seconde méthode s'intéresse à la dynamique de l'énergie à l'intérieur d'un atome, notamment en mesurant l'énergie nécessaire pour exciter un électron d'un état à un autre. L'hydrogène sert de sujet commun pour cette étude, son électron n'étant pas seulement en orbite autour du proton dans un état d'énergie inférieure, mais passant occasionnellement du temps à l'intérieur du proton lui-même. La danse complexe entre l'électron chargé négativement et le proton chargé positivement affecte leur attraction électrique, influençant l'énergie nécessaire à l'électron pour passer à un niveau d'énergie supérieur. Par conséquent, on suppose qu'un proton plus grand laisse plus de temps à un électron pour résider en son sein, ce qui se traduit par une liaison atomique plus faible. Dans les annales de l'exploration scientifique, la détermination de la taille du proton a connu une évolution fascinante. Traditionnellement, les chercheurs sont parvenus à un consensus en utilisant les électrons, estimant le rayon du proton à environ 0,8768 femtomètres. Cependant, il y a une dizaine d'années, un changement sismique s'est produit dans le paysage scientifique, avec l'émergence d'une nouvelle approche. S'écartant de l'utilisation conventionnelle des électrons, les scientifiques se sont engagés sur une voie innovante en employant des muons dans l'hydrogène, jetant ainsi une lumière nouvelle sur l'étude des dimensions du proton. Cet écart intrigant a incité à réévaluer notre compréhension de la taille du proton, relançant la quête de précision dans le domaine captivant de la physique des particules. Les muons, semblables à leurs homologues électroniques à bien des égards, divergent considérablement en raison de leur masse, qui est 207 fois plus grande que celle des électrons. Cette caractéristique unique fait que les muons passent plus de temps à l'intérieur du proton. La masse élevée et le temps d'interaction prolongé font que les muons sont des millions de fois plus sensibles à la taille du proton que les électrons ordinaires de l'hydrogène. Lors d'une expérience révolutionnaire impliquant de l'hydrogène de Munich, les scientifiques ont découvert une taille de proton environ 4 fois plus petite que la valeur précédemment acceptée, dérivée d'expériences conventionnelles basées sur les électrons. Cette anomalie captivante a incité à réévaluer les mesures antérieures et à mettre en lumière des questions alléchantes sur une nouvelle physique potentielle ou sur des particules élémentaires non découvertes. L'exploration de la taille du proton s'est donc transformée en un voyage dynamique, en remettant en question et en élargissant notre compréhension des éléments fondamentaux de l'univers.
En septembre 2019, des chercheurs de l'Université de York à Toronto ont mené une expérience en utilisant de l'hydrogène électronique standard, en utilisant une technique de mesure avancée connue sous le nom de champs oscillatoires séparés par décalage de fréquence. En excitant l'électron dans un état d'énergie plus élevé, ils ont obtenu des résultats qui s'alignent sur l'expérience de l'hydrogène muonique réalisée en 2010, indiquant un rayon de protons d'environ 0,833 femtomètres. Cette convergence de résultats issus de différentes méthodologies a permis une compréhension plus cohérente de la taille du proton, suggérant que la divergence précédente était probablement le résultat d'erreurs de mesure plutôt que d'annoncer de nouveaux domaines de la physique des particules. En contemplant la nature apparemment contradictoire des atomes, où la majorité de l'espace est considérée comme vide, une analogie macroscopique s'avère éclairante. Imaginez une table agrandie 1 milliard de fois, dont les atomes sont comparables à des melons. Malgré cette échelle importante, le noyau au centre de l'atome reste minuscule et invisible, tout comme les électrons dans leur danse orbitale. The question arises: pourquoi les objets ne passent-ils pas tout simplement à travers ce vide apparent? Et pourquoi la lumière ne peut-elle pas traverser ces lacunes atomiques? Pour percer le mystère de la solidité des objets, et notamment de l'expérience tactile d'une table, il est essentiel de se pencher sur le comportement complexe des électrons au sein des atomes. Notre compréhension initiale des électrons est peut-être trop simpliste. Contrairement à l'analogie des orbites planétaires, les électrons ne tournent pas autour du noyau comme les planètes autour du Soleil. Imaginez plutôt les électrons comme un essaim dynamique, semblable au mouvement rapide et imprévisible des abeilles ou des oiseaux. Bien qu'il soit pratiquement impossible de suivre les mouvements individuels au sein de cet essaim en raison de leur rythme rapide, leur comportement collectif forme des motifs distincts, ressemblant à une danse synchronisée. Cette danse des électrons est loin d'être arbitraire. Elle suit des schémas spécifiques prédéterminés, comparables aux pas de danse de salon. Régis par les équations mathématiques d'Erwin Schrödinger, ces modèles d'électrons façonnent le caractère de leur mouvement. Les motifs eux-mêmes présentent un éventail de dynamiques. Certains sont gracieux et progressifs, comme une valse, tandis que d'autres sont fougueux et rapides, qui rappellent la danse du Charleston. Chaque électron respecte strictement son schéma unique et le principe d'exclusion garantit qu'il n'y a pas deux électrons dans un atome qui effectuent le même pas. En considérant les électrons comme les participants d'une danse complexe, nous comprenons mieux le chaos organisé au niveau atomique, ce qui contribue à la compréhension globale des propriétés physiques qui définissent la solidité des objets de tous les jours. Bien que les électrons ne se fatiguent pas, les transitions entre les schémas de danse impliquent un échange d'énergie. Le passage à un rythme de danse plus rapide nécessite un apport d'énergie, tandis que le passage à un rythme plus lent entraîne une libération d'énergie, souvent sous forme de lumière. Lorsque l'énergie externe sous forme de lumière interagit avec les électrons, ceux-ci absorbent une partie de l'énergie et passent à un niveau supérieur, un modèle de danse plus énergique. Pour un faisceau lumineux qui tente de traverser un matériau tel qu'une table, les électrons des atomes constituant le matériau absorbent avec empressement l'énergie de la lumière, entravant ainsi sa progression. Après un bref intervalle, ces électrons libèrent l'énergie acquise, potentiellement sous forme de lumière. L'interaction entre la lumière absorbée et la lumière réfléchie, associée à des changements dans les schémas de danse, se manifeste par des reflets et des couleurs. Ce processus complexe contribue collectivement à la perception de la table comme un objet solide. Mais cela soulève une question. Si la lumière ne pénètre pas loin dans la table, quelle est la solidité de la table au toucher? La sensation de solidité au toucher d'un objet, comme une table, est intimement liée aux interactions dynamiques des électrons au sein des atomes. Lorsque vous tendez la main pour toucher la table, les électrons des atomes de vos doigts entrent en contact avec les électrons des atomes de la table. Lorsque les électrons d'un atome s'approchent du noyau d'un autre atome, les schémas de danse établis de leur mouvement subissent une transformation. Cette transformation est due au fait qu'un électron situé dans un niveau d'énergie inférieur autour d'un noyau ne peut pas reproduire la même danse autour de l'autre noyau, car cette place est déjà occupée par l'un de ses propres électrons. Par conséquent, l'électron entrant doit passer à un rôle inoccupé et plus énergétique. Ce changement dans les schémas de danse exige de l'énergie, et contrairement à l'absorption de la lumière, cette fois-ci, elle est fournie par la force de votre doigt. Pousser deux atomes à proximité l'un de l'autre nécessite de l'énergie, car tous leurs électrons doivent passer dans des états inoccupés à haute énergie. Tenter de réunir tous les atomes du tableau et ceux de votre doigt nécessite une quantité d'énergie considérable,
plus que ce que vos muscles peuvent fournir. La résistance que vous ressentez lorsque vous appuyez sur la table avec votre doigt est le résultat de cette demande d'énergie. Expliquant pourquoi et comment la table donne une sensation de solidité au toucher. Aujourd'hui, en s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles les atomes forment des molécules, il est essentiel de reconnaître que l'univers visible est principalement constitué de moins d'une centaine d'éléments naturels. Cependant, la remarquable diversité des substances chimiques que nous observons dans le cosmos et au sein des organismes vivants provient du fait que les atomes existent rarement de manière isolée. Au contraire, ils s'engagent avidement dans la liaison chimique, se combinant avec d'autres atomes pour former des molécules. Cette propension à la liaison donne naissance à un large éventail de combinaisons chimiques et de matériaux, contribuant non seulement à la myriade de phénomènes observés dans l'univers, mais aussi aux structures complexes essentielles à la vie. Les sources d'énergie, la conscience et divers processus à macro-échelle. Par essence, l'univers évite la monotonie parce que les atomes forment des liens. Il en résulte des produits chimiques complexes dont les propriétés sont fondamentalement différentes de celles des atomes qui les composent. Ce phénomène fascinant est dû au rôle essentiel que joue l'énergie dans le processus complexe de formation des molécules, un phénomène profondément ancré dans les principes de la mécanique quantique. Dans le domaine des produits chimiques essentiels qui façonnent nos expériences quotidiennes, comme l'air que nous respirons, les molécules priment sur les atomes individuels. Par exemple, l'oxygène se présente sous la forme O2, comportant 2 atomes d'oxygène liés entre eux. De même, l'azote se manifeste sous la forme de N2 et l'eau adopte la composition H2O, comprenant 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. L'existence courante d'atomes, sous forme de molécules, peut être attribuée à leur tendance innée à adopter l'état d'énergie le plus bas, comme une bille au sommet d'une colline qui roule sans effort jusqu'en bas. Dans le monde naturel, les systèmes s'efforcent constamment de minimiser leur énergie potentielle, l'élucidation de phénomènes tels que l'écoulement unidirectionnel des rivières d'un terrain élevé vers un terrain plus bas. L'énergie, un acteur clé dans l'orchestration des structures moléculaires, devient particulièrement significative lorsqu'on examine l'atome le plus simple, l'hydrogène. Composé d'un proton et d'un électron, l'hydrogène se manifeste généralement sous la forme de H2 ou de gaz hydrogène. La mécanique quantique fournit des indications précieuses sur les raisons pour lesquelles les atomes forment des molécules lorsqu'ils recherchent des états d'énergie plus faibles. L'introduction d'un deuxième atome d'hydrogène entraîne des interactions intrigantes. Au fur et à mesure que ces atomes se rapprochent, les électrons chargés négativement qui se repoussent mutuellement en raison de leur charge commune sont simultanément influencés par la charge positive émanant des protons de l'atome voisin, ce qui entraîne une force d'attraction. Un équilibre délicat s'établit, marqué par une distance optimale où les protons préfèrent résider, permettant le partage des électrons tout en minimisant la répulsion. Il est essentiel de reconnaître que l'attraction entre les atomes n'est pas uniquement dictée par la répulsion au sein de leur nuage d'électrons. Au contraire, une multitude d'interactions complexes entrent en jeu, façonnant le paysage dynamique de la formation moléculaire. Par essence, la danse des électrons et l'interaction des charges au niveau quantique ouvrent la voie à l'existence cohésive des atomes en tant que molécules, chacun s'efforçant d'atteindre un équilibre harmonieux des états d'énergie. La danse complexe des atomes, qui façonne la formation des molécules, est régie de manière complexe par le concept global de l'énergie totale au sein d'un système. Ce facteur énergétique global guide de manière complexe les interactions de liaison entre les atomes, orchestrant l'émergence de structures moléculaires cohésives. L'exploration de l'état d'énergie le plus bas dans un système à 2 atomes, illustré par la formation d'une molécule d'hydrogène, nécessite un examen approfondi de divers éléments. L'énergie cinétique inhérente à chaque atome, combinée à la dynamique de l'énergie potentielle entre les protons et les électrons, contribue au cadre énergétique total du système. Dans le domaine de la mécanique quantique, ces calculs énergétiques complexes sont encapsulés dans le hamiltonien, une représentation fondamentale de l'énergie du système. Cependant, pour démêler cette tapisserie énergétique, il faut résoudre l'équation de Schrödinger indépendante du temps, avec l'hamiltonien comme force directrice. Bien que cette équation pose un formidable défi à la résolution directe, son essence est souvent représentée graphiquement, fournissant un récit visuel des fluctuations d'énergie, lorsque 2 atomes se rapprochent. Dans cette représentation graphique, un creux distinctif apparaît, symbolisant l'état d'énergie le plus bas du système lorsque les atomes atteignent une proximité optimale.
L'état optimal correspond à une union harmonieuse où les deux atomes, dans cette configuration fusionnée, se trouvent dans un état plus satisfaisant, à un niveau d'énergie plus faible que lorsqu'ils existent de manière isolée. Ce phénomène explique la tendance naturelle des atomes d'hydrogène à se mettre en synergie, formant des molécules de H2 plutôt que de rester à l'état solitaire. Ce pacte de partage d'électrons entre atomes, connu sous le nom de liaison covalente, s'étend pour forger des liaisons covalentes similaires entre une myriade d'autres atomes. Pour percer les secrets de la stabilité des atomes, il faut explorer la disposition des électrons dans les enveloppes orbitales qui entourent le noyau. Des configurations particulièrement stables apparaissent lorsque les atomes possèdent un nombre spécifique d'électrons, par exemple 2, 10, 18, 36, 54 ou 86. Ces nombres magiques correspondent au nombre d'électrons des gaz nobles naturels qui se caractérisent de par leur inertie chimique et leur réticence inhérente à se lier facilement à d'autres atomes. En fait, la stabilité et la propension des atomes à se lier entre eux constituent un récit captivant, tissé de manière complexe dans la tapisserie de la mécanique quantique. Les atomes se lancent dans une quête de stabilité, aspirant à obtenir une coquille de valence complète d'électrons. Cette quête se manifeste soit par l'effort de collaboration que représente le partage des électrons dans les liaisons covalentes, soit par l'effort de collaboration que représente le partage des électrons dans les liaisons covalentes ou l'acte transformateur de transfert d'électrons dans les liaisons ioniques. L'interaction magnétique entre la force d'attraction propulsant le partage des électrons pour atteindre une enveloppe de valence complète rencontre un équilibre délicat avec les forces de répulsion émanant des nuages d'électrons et des protons à l'intérieur du noyau atomique. L'étude de la raison d'être de ces nombres magiques intrigants qui guident la stabilité atomique dévoile un récit captivant ancré dans les sphères de la mécanique quantique. En particulier, l'équation de Schrödinger et le principe d'exclusion de Pauli contribuent de manière significative au décryptage de l'ordre sous-jacent. Le principe d'exclusion de Pauli affirme que deux fermions, tels que les électrons, ne peuvent occuper des états quantiques identiques, nécessitant des spins opposés pour les électrons partageant la même orbitale. La fusion de ces principes aboutit à l'identification de séquences numériques spécifiques. En naviguant dans les complexités des systèmes multiatomiques, comme l'eau, H2O, il devient impératif d'effectuer des calculs exhaustifs. L'équation du potentiel de Morse, souvent utilisée comme approximation, s'avère utile pour déterminer les longueurs de liaison qui permettent d'obtenir l'énergie potentielle la plus faible de la molécule. La mécanique quantique, avec ses principes complexes et ses formulations mathématiques, apparaît comme la lumière qui éclaire les complexités du comportement de la nature. Cependant, il est essentiel de noter que si la mécanique quantique offre des perspectives profondes sur la mécanique du monde naturel, elle n'apporte pas intrinsèquement une compréhension profonde du pourquoi fondamental de la nature inhérente à l'existence. Si l'on passe au domaine fascinant des étoiles à neutrons, une question passionnante se pose. L'étoile à neutrons s'apparente-t-elle à un atome colossal? Les étoiles à neutrons comptent parmi les entités les plus extraordinaires de l'univers. Ils se manifestent sous la forme de noyaux atomiques colossaux, dont le diamètre s'étend sur plusieurs kilomètres et possèdent une densité et une violence inhérentes stupéfiantes. L'existence même d'un tel phénomène soulève une question profonde. Comment une telle chose peut-elle exister? La vie d'une étoile est un équilibre délicat entre la force implacable de la gravité et la pression de radiation compensatrice générée par les réactions de fusion qui se produisent en son cœur. Au cœur de l'étoile, l'hydrogène subit une fusion et se métamorphose en hélium. Au fil du temps, la réserve d'hydrogène diminue et si l'étoile est suffisamment massive, l'hélium commence son voyage de fusion, se transformant finalement en carbone. Au cours de l'évolution de ces étoiles massives, leur cœur subit des stratifications successives, des noyaux atomiques de plus en plus lourds s'accumulant dans le cœur. La fusion du carbone déclenche une cascade qui aboutit à la formation du néon, qui évolue ensuite vers l'oxygène et le silicium. Le processus de fusion aboutit à la création du fer, un élément incapable de subir une nouvelle fusion. À l'arrêt du processus de fusion, la pression de radiation diminue rapidement, ce qui perturbe l'équilibre de l'étoile. Si la masse du noyau dépasse environ 1 fois et 4 fois celle du Soleil, soit des masses solaires, un effondrement catastrophique se produit.
La couche externe du noyau s'accélère à des vitesses atteignant 7000 km par seconde et s'effondre vers le centre de l'étoile. À ce stade critique, seules les forces fondamentales de l'atome entrent en jeu, s'opposant à l'effondrement gravitationnel. Cependant, en raison de l'effet de la force faible dans ce plasma chaud et dense, les protons nouvellement formés peuvent facilement changer d'identité pour devenir des neutrons, et vice-versa. Ce n'est que lorsque la température baisse encore, alors que l'univers est âgé d'environ 1 seconde, que cette bizarrerie particulière de la force faible devient inefficace, et les protons et les neutrons finissent par ralentir leur commutation. Au cours de ce freeze-out, les hadrons choisissent une identité une fois pour toutes. C'est au cours de cette période que les constantes apparemment arbitraires de la nature, en l'occurrence les masses des quarks ascendants et descendants, ont pour la première fois l'occasion de façonner l'avenir de notre cosmos. Comme les quark down sont plus lourds que leurs homologues up et que les neutrons contiennent 2 down, la masse d'un neutron est légèrement supérieure à celle des 2 protons up. Les derniers changements d'identité ont lieu dans un cosmos de plus en plus froid. La pente énergétique descendante du neutron lourd vers le proton plus léger est favorisée par rapport au couloir à forte intensité énergétique dans la direction opposée. Cette légère différence de masse entraîne finalement un déséquilibre entre le nombre de protons et de neutrons dans l'univers à partir de ce moment-là, avec environ 7 protons pour chaque neutron. Et il s'avère que ce rapport joue un rôle crucial dans la formation de l'univers tel que nous le comprenons. Les protons sont à la base de l'hydrogène et de l'hélium, le carburant des étoiles et les composants essentiels de tous les autres éléments plus lourds de l'univers. La prédominance de ces particules chargées sur les neutrons non chargés est à l'origine des interactions élémentaires, ouvrant la voie à la chimie et à la biologie. Si les conditions initiales avaient été différentes, si le quark down s'était vu attribuer une masse légèrement inférieure lors du réglage fin de notre réalité, l'univers que nous observons aujourd'hui serait sensiblement différent. Si les neutrons pesaient moins lourd que les protons, ils auraient été favorisés lors de la congélation. S'il y a plus de neutrons non chargés que de protons, les possibilités en matière de chimie sont limitées. L'hydrogène, composé uniquement d'un proton sans neutrons, ne serait pas stable pendant de longues périodes. Certains des protons les plus lourds auraient pu être conservés en se liant à des neutrons avant de se désintégrer pour former des atomes d'hélium. Cependant, l'hélium est souvent considéré comme le plus inerte de tous les éléments. Il est intrinsèquement stable et peu enclin à réagir. Avec un excès de neutrons généralement non réactifs, il serait difficile d'imaginer comment la fusion nucléaire pourrait fonctionner. Dans un tel univers, il ne resterait qu'une étendue froide et sombre, dépourvue d'étoiles, de galaxies, de planètes et, très certainement, la vie telle que nous la connaissons. Nous pouvons donc exprimer notre gratitude pour la préférence inexpliquée de l'univers pour les protons par rapport aux neutrons. Cependant, ce n'est pas la seule asymétrie qui s'inscrit dans le cosmos à ce stade de son évolution. Un autre déséquilibre mystérieux mais heureux est l'absence d'antimatière. Dans le futur, en regardant le ciel, nous pourrions apercevoir une civilisation extraterrestre en train de s'autodétruire. Bien qu'elle ne soit pas aussi frappante que l'explosion d'une étoile massive, elle signifierait la libération de l'énergie d'une arme capable de raser un monde entier. Tout au long de l'histoire de la Terre, il y a eu des conflits, des disputes territoriales, et la discorde ont été monnaie courante parmi les civilisations, et il n'y a aucune raison de penser que ce ne serait pas le cas ailleurs dans la galaxie. Sur une planète extraterrestre belliqueuse semblable à la Terre, la recherche de la domination conduit à une course aux armements, des armes primitives aux technologies avancées comme les nanomachines et les bombes atomiques. À la recherche de sources d'énergie encore plus puissantes, ces extraterrestres, plus avancés technologiquement que l'humanité, exploitaient la puissance de l'antimatière. Ils apprennent à produire et à isoler des particules d'antimatière, à les suspendre dans le vide en utilisant les forces électromagnétiques jusqu'au moment de leur déploiement. Contrairement aux armes conventionnelles, l'antimatière ne nécessite pas de combustible ou de déclencheur important. Au contact de la matière normale qui prévaut sur leur planète d'origine, les particules d'antimatière s'annihileraient, libérant une immense énergie et se détruisant elles-mêmes dans le processus. Un seul gramme d'antimatière peut libérer autant d'énergie qu'une arme nucléaire traditionnelle, utilisant environ 90 kg de combustible. La course aux armements qui se déroule sur ce monde extraterrestre conduit à l'accumulation de stocks d'armes à antimatière. Qu'il soit déclenché par la colère, la confusion ou un simple accident, la détonation de cet arsenal d'antimatière est catastrophique. Le jour se transforme en nuit en un instant. Des vents brûlants dévastent des villes entières.
éradiquant les deux factions belligérantes et toute autre forme de vie sur la planète. Le monde entier subit une transformation qui se répercute pendant des siècles. Cela illustre les conséquences dévastatrices du contact de l'antimatière avec la matière. Pourtant, il est étonnant de constater que nous sommes quotidiennement entourés d'antimatière. Maintenant, lançons-nous dans une expérience de pensée cosmique. Et si l'univers entier ressemblait à un atome? L'univers observable, vaste et difficile à appréhender peut, selon certaines théories, être relativement insignifiant. Les calculs actuels suggèrent que l'univers inobservable pourrait même dépasser la taille immense de 20 000 milliards d'années-lumière de diamètre. Malgré son échelle colossale, une partie substantielle de cette étendue cosmique pourrait être dépourvue de matière, à l'instar de la rareté observée dans l'univers observable. La matière, élément constitutif de tout ce que nous connaissons, est composée d'innombrables atomes, trop petites pour être observées directement par nos microscopes les plus avancés. Les électrons et les quarks. De manière intrigante, certaines théories proposent une réalité plus vaste où tous les humains, l'ensemble de l'univers observable et inobservable, ressemble à un atome dans un contexte cosmique plus large. L'un de ces concepts est la théorie de l'univers à un seul électron, qui suggère que notre perception de multiples électrons pourrait provenir d'une seule particule se déplaçant rapidement d'avant en arrière dans le temps, créant ainsi l'illusion de la multiplicité. Bien que cette idée ne bénéficie pas d'un soutien scientifique solide, elle sert de point de départ à la réflexion sur d'autres concepts similaires bénéficiant d'un soutien plus scientifique. Une variante plus largement reconnue est ancrée dans la théorie du multivers, qui postule que chaque atome, électron et propriété de la matière dans notre univers pourrait être l'équivalent d'un atome dans un schéma cosmique plus vaste. Cette notion élargit notre compréhension des complexités de l'univers, nous invitant à contempler les vastes possibilités qui se trouvent au-delà des limites de notre cosmos observable. L'idée que notre univers n'est qu'un simple grain de sable dans un monde plus vaste a intrigué le monde de la science-fiction. Dans ces scénarios imaginatifs, notre univers pourrait être considéré comme une entité minuscule sur un plan d'existence supérieur, où chaque atome en nous pourrait potentiellement abriter d'autres réalités entières. L'infini devient un élément crucial dans ces concepts, suggérant que, quelle que soit l'étendue de notre univers, la théorie des multivers postule l'existence d'univers potentiellement infiniment plus vastes. Du point de vue de ces vastes domaines hypothétiques, notre univers pourrait sembler aussi minuscule que les particules subatomiques le sont pour nous. Lorsque nous observons l'univers, nous assistons à la danse complexe de minuscules particules subatomiques qui s'assemblent pour former des structures de plus en plus grandes, des corps célestes, aux organismes vivants complexes. L'univers lui-même ne serait-il qu'une composante de quelque chose d'encore plus grandiose? La fusion des domaines microscopiques et macroscopiques nous incite à ne pas porter de jugement tant que nous n'aurons pas élaboré une théorie globale de tout ce qui existe, qui unifie de manière transparente les principes de la physique quantique et de la physique classique. Selon la théorie dominante sur l'origine de l'univers, celui-ci a commencé comme une singularité infiniment dense avant de s'étendre lors de l'événement monumental connu sous le nom de Big Bang. Cela signifie que tout ce que nous comprenons actuellement était autrefois d'une taille inimaginable. Cependant, il est essentiel de distinguer cette singularité initiale d'un véritable atome, car elle contenait les composants fondamentaux nécessaires à la formation des atomes. Bien que ces concepts puissent remettre en question notre compréhension conventionnelle de la réalité, ils constituent de précieuses expériences de pensée, encourageant la contemplation de notre place dans la vaste tapisserie cosmique. Bien qu'elle puisse être déroutante, elle ne diminue en rien l'émerveillement et l'importance de notre existence. La théorie des cordes, qui cherche à démêler la véritable échelle de la réalité, est l'un des principaux prétendants à une théorie globale du tout. Dans ce cadre théorique, les atomes ne sont pas considérés comme des objets sphériques, mais plutôt comme des structures semblables à des cordes qui vibrent, donnant lieu à toutes les interactions dans l'univers, y compris les lois fondamentales de la physique, la gravité et la mécanique quantique. Cependant, la théorie des cordes se heurte à des difficultés, notamment en ce qui concerne l'énergie noire, une composante substantielle de l'univers qui reste une énigme à élucider. De nombreux modèles de théorie des cordes se heurtent à un défi de taille, élucider la prévalence de l'énergie noire par rapport à la matière observable. Des efforts récents ont été déployés pour remédier à ces disparités. Des chercheurs de l'université d'Uppsala, en Suède, ont proposé une variante de la théorie des cordes.
Cette nouvelle perspective suggère que notre univers pourrait se trouver à la périphérie d'une bulle en perpétuelle expansion, où tout ce qui nous est familier constitue un petit segment d'une structure cosmique beaucoup plus vaste. À l'intérieur de cette bulle, et peut-être au-delà de ses limites, des dimensions inexplorées pourraient exister. Et l'infiltration d'énergie noire provenant de l'univers bulle plus large offre une explication potentielle. Si cette représentation non conventionnelle de la réalité était exacte, elle révolutionnerait notre compréhension scientifique actuelle, en faisant des êtres humains des éléments infiniment petits au sein d'une structure immensément complexe et incompréhensible. Néanmoins, il est essentiel de reconnaître que ce concept sert d'expérience de pensée, une manière captivante de contempler notre rôle dans la vaste étendue cosmique. Même si notre perspective s'avère limitée et notre compréhension imparfaite, l'insignifiance potentielle d'un autre point de vue ne diminue pas nécessairement la valeur intrinsèque de notre existence. Réfléchissons maintenant à une question intemporelle. Qu'advient-il de vos atomes après votre mort? Tout au long de l'histoire de l'humanité. Compte tenu de la loi de conservation de la matière, qui postule que la matière ne peut être ni créée ni détruite, on peut s'interroger sur le sort de ces innombrables atomes. Leurs atomes doivent certainement persister sous une forme ou une autre, n'est-ce pas? Explorons une idée intrigante. Que les atomes de vos proches disparus n'ont pas simplement disparu, mais qu'ils sont bel et bien présents, sont devenus partie intégrante de vous, du monde qui nous entoure, et sont actuellement embarqués dans un voyage captivant à travers l'univers. En approfondissant ce concept, nous pouvons découvrir les façons fascinantes dont cette transformation s'opère. Le corps humain est une composition complexe, composée d'environ 60% d'eau, 20% de graisse et 15% de protéines, 2% d'hydrates de carbone et 2% de sel et de minéraux, ainsi que 1% d'autres éléments, tels que l'oxygène gazeux et les vitamines. La majorité des molécules présentes dans notre corps sont sous forme d'eau, H2O. Lorsqu'un individu décède, cette eau subit un processus de transformation. Soit elle s'évapore du corps, soit elle s'évapore du corps, qui pénètre dans l'atmosphère ou s'infiltre dans le sol. La vitesse de ce processus dépend de plusieurs facteurs, notamment de la température et des conditions environnementales. Même si l'eau reste sous forme liquide, elle finit par faire partie du cycle de l'eau de la Terre, passant de l'état liquide à l'état de vapeur, s'élevant vers les nuages et revenant finalement sous forme d'eau de pluie. Une grande partie de cette eau de pluie se retrouve dans les rivières, les lacs et finit par faire partie de notre eau potable. Votre corps utilise cette eau à diverses fins, notamment pour l'intégrer dans les cellules et réguler la température et le maintien de diverses fonctions corporelles. Une partie de l'eau de pluie est absorbée par les plantes et joue un rôle essentiel dans la photosynthèse. Cette réaction chimique implique de l'eau, du dioxyde de carbone et la lumière du soleil, produisant des hydrates de carbone et de l'oxygène. L'oxygène libéré par les plantes est ensuite respiré par vous et d'autres êtres vivants pour assurer la vie. De plus, les hydrates de carbone issus de l'eau et de la photosynthèse deviennent une partie essentielle de votre alimentation, ainsi que de celle des autres animaux, par la consommation de fruits et légumes. Ce cycle complexe montre comment les atomes qui constituaient autrefois vos proches disparus continuent à contribuer à la vibrante tapisserie de la vie, soulignant l'interconnexion de tous les êtres vivants et le voyage perpétuel des atomes à travers diverses formes et fonctions. Alors que nous explorons le parcours complexe des atomes et des molécules, plongeons dans le monde fascinant du métabolisme. Lorsque vous consommez des glucides d'origine végétale, un processus essentiel se produit, la production de substances vitales pour la vie des plantes, à savoir le dioxyde de carbone et l'eau. Cela déclenche un cycle continu dans lequel les éléments que vous générez contribuent à la croissance et à la subsistance de la vie végétale. Maintenant que nous avons découvert le destin des molécules d'eau, H2O, dans votre corps, dévoilons le destin de vos tissus mous composés d'hydrates de carbone, de graisse et de protéines. Ces tissus cruciaux sont métabolisés avec l'aide d'environ 100 000 milliards de bactéries résidant dans votre corps. Ces bactéries ont été des compagnes constantes, principalement dans votre intestin, tout au long de votre vie. Normalement, le système immunitaire robuste de votre corps contrôle ces innombrables bactéries. Cependant, à la mort, le système immunitaire cesse de fonctionner, offrant à ces bactéries la possibilité de consommer les tissus de votre corps. Dans ce processus intrigant, ces bactéries métabolisent vos tissus mous et les utilisent comme source d'énergie et de reproduction.
Imaginez une combustion progressive où les molécules digérées par les bactéries se transforment finalement en eau et en dioxyde de carbone, des molécules identiques formées par le processus de combustion. En outre, les protéines de votre corps produisent d'autres gaz comme les oxydes d'azote et l'ammoniac au cours de ce processus métabolique. Ce processus est d'autant plus remarquable que ces gaz, en particulier les oxydes d'azote, sont de puissants gaz à effet de serre. Les oxydes d'azote, par exemple, sont environ 300 fois plus puissants que le dioxyde de carbone pour contribuer à l'effet de serre dans l'atmosphère. Cela met l'accent sur l'interaction complexe des processus chimiques au sein de l'organisme, montrant comment, même après la mort, les éléments présents dans notre corps continuent à participer à des cycles complexes ayant des implications plus larges pour l'environnement. Nous nous plongeons dans le domaine fascinant des processus post-mortem. Le voyage des atomes à l'intérieur de notre corps prend une tournure unique. Les bactéries initiales poursuivent leurs activités métaboliques et l'oxygène se raréfie. Un nouveau groupe de bactéries connu sous le nom de bactéries anaérobies saisit l'occasion. Contrairement à leurs homologues aérobies, ces bactéries ne dépendent pas de l'oxygène pour leur métabolisme. Au contraire, ils produisent des sous-produits tels que le méthane et le sulfure d'hydrogène et de l'ammoniac lors de la métabolisation des tissus. Ces sous-produits sont connus pour leurs odeurs désagréables et, fait intéressant, ils constituent de puissants gaz à effet de serre. Progressivement, ces substances quittent le corps et se dispersent dans l'atmosphère. Ainsi, lorsque vous sortez et que vous détectez une odeur inhabituelle dans l'air, il y a un risque que vous inhaliez des atomes provenant de votre arrière-grand-mère ou d'autres personnes qui l'ont précédé. En outre, lors de la décomposition, des atomes et des molécules supplémentaires provenant de votre corps sont libérés dans le sol sous-jacent. Pour chaque kilogramme de masse corporelle sèche, environ 32 grammes d'azote, 10 grammes de phosphore, 4 grammes de potassium et 1 gramme de magnésium sont finalement apportés au sol. Fait remarquable, ces composants agissent comme des engrais naturels pour les plantes qui entourent le lieu de sépulture, jouant ainsi un rôle positif dans l'écosystème local. Passons maintenant au processus alternatif de la crémation. Que se passe-t-il après la crémation du corps ? La chaleur intense du processus de crémation entraîne la conversion de la majorité des atomes de votre corps, hydrogène, carbone, azote, l'oxygène et le soufre, en gaz. Cette transformation représente un changement remarquable dans l'état de ces atomes, marquant un nouveau chapitre dans le parcours complexe des éléments au sein du cycle cosmique. Lorsque nous explorons les conséquences du processus de crémation, nous constatons la présence de divers gaz, dont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, les oxydes d'azote et les oxydes de soufre sont libérés dans l'atmosphère. Il est essentiel de noter qu'une partie considérable de vos restes, soit plusieurs kilogrammes, se transforme en cendres au cours de ce processus. Il est intéressant de noter que le poids de ces cendres est à peu près équivalent à votre poids de naissance, ce qui souligne la nature cyclique de la vie. Voyons maintenant la composition de ces cendres. Une analyse révèle que la majeure partie des cendres est constituée de phosphate et de calcium. Cette composition est logique car ces éléments font partie intégrante de la structure de vos os. Par conséquent, ces atomes proviennent principalement de votre squelette. Mais que deviennent ces cendres ? Ils sont susceptibles de se retrouver dans le sol et de s'intégrer dans la structure des plantes. À leur tour, ces plantes peuvent devenir une source de nourriture pour les animaux et les humains, facilitant ainsi le retour des vestiges de votre existence dans les corps humains. De manière fascinante, de petits fragments de vous pourraient se retrouver dans les céréales du matin ou dans le hamburger de vos arrière-petits-enfants, vous permettant ainsi de continuer à contribuer à la subsistance de la vie sur notre planète. Toutefois, il est essentiel de noter une exception importante. Votre corps contient des traces d'éléments radioactifs. Certains de ces éléments subissent une fission spontanée par désintégration radioactive et se transforment en d'autres éléments avant de pénétrer dans la biosphère. Par exemple, le potassium radioactif peut se transformer en calcium, tandis que d'infimes quantités de thorium et d'uranium présentes dans votre corps finiront par se transformer en plomb. Parallèlement à ce processus de désintégration, certains atomes d'hélium sont générés en raison de l'insuffisance de la force gravitationnelle sur notre planète. L'hélium a tendance à s'échapper dans l'espace, bien qu'une fraction de cet hélium puisse être capturée par des corps célestes massifs comme le Soleil et Jupiter. Cette interaction complexe entre les éléments ajoute une couche de complexité au voyage cosmique des atomes, mettant en évidence les processus dynamiques en jeu dans l'univers au sens large. Alors que nous contemplons le destin cosmique des atomes, une partie importante d'entre eux entreprend un voyage extraordinaire au-delà des limites de notre système solaire.
Ces atomes, qui font partie de votre composition, partent pour un voyage impressionnant, dériver au milieu des étoiles et s'aventurer dans l'immensité du cosmos. Leur trajectoire les entraîne aux confins de l'univers, où ils persistent dans un mouvement perpétuel transcendant le temps lui-même. Une question captivante se pose alors, les atomes sont-ils éternels ? Alors que la vie sur Terre semble constante et prévisible, marquée par le flux et le reflux rythmique des marées, le cycle quotidien du Soleil, et la progression immuable des mois, le panorama cosmique plus large révèle une tapisserie dynamique de changements et d'activités. Chaque jour voit naître et disparaître des millions d'étoiles, et même notre propre Soleil, des milliards d'années plus tard, est destiné à connaître le même sort. Alors que notre Soleil subit un processus de transformation, se transformant en géante rouge, la Terre connaîtra une hausse des températures, conduisant finalement à l'extinction de la vie. Quelques milliards d'années plus tard, le Soleil épuisera son combustible de fusion nucléaire, ce qui déclenchera sa mort inévitable. Lors de ce spectacle cosmique, le Soleil se débarrassera de ses couches extérieures et sombrera progressivement dans l'obscurité. La vérité cosmique émerge. Rien dans notre univers ne dure éternellement. Ou bien est-ce le cas ? C'est là qu'interviennent les atomes, les éléments constitutifs de la matière qui forment le tissu même de notre univers. Lorsque nous envisageons la fin de notre existence individuelle, il est essentiel de reconnaître que notre corps est composé de ces atomes durables ne disparaissent pas simplement dans le néant. Au contraire, ils subissent une profonde transformation et s'embarquent pour un voyage complexe qui s'étend au-delà de notre corps mortel. Au lieu de disparaître, notre corps subit un processus de transformation, se décomposent en leurs éléments fondamentaux et s'intègrent à nouveau de manière transparente dans l'écosystème. En termes plus simples, les atomes qui nous ont constitués persistent longtemps après que notre présence physique a cessé. La question se pose maintenant, combien de temps les atomes peuvent-ils durer ? Y a-t-il un moment où ils cessent d'exister ? Pour répondre à cette question, il faut se plonger dans le fonctionnement interne des atomes. Les atomes, comme vous le savez peut-être, sont composés de protons et de neutrons entourés d'un nuage d'électrons. La stabilité d'un atome est intimement liée à l'équilibre entre le nombre d'électrons et de protons au sein de ce nuage. Enfin, le numéro atomique, qui détermine l'identité de l'atome, est déterminé par le nombre de protons. Par exemple, l'hélium, qui occupe la 2e position dans le tableau périodique, possède un numéro atomique de 2 en raison de ses 2 protons. Le nombre de neutrons dans un atome est généralement constant. Des exceptions existent. Lorsqu'un atome n'a pas le nombre correct de neutrons, il peut se débarrasser d'un neutron, comme d'égarer une chaussette au lavage. Ce déséquilibre rend l'atome instable, ce qui l'amène à émettre des particules subatomiques. Souvent, cette émission implique la libération d'un électron, ce qui entraîne des changements à l'intérieur de l'atome. Lorsqu'il s'agit d'atomes lourds, il est probable qu'ils se décomposent spontanément en particules plus petites, un phénomène connu sous le nom de désintégration radioactive. Ce processus est fondamentalement aléatoire, ce qui rend difficile la prévision du moment précis de la rupture ou de l'émission de particules subatomiques. Néanmoins, l'analyse statistique permet d'estimer le temps moyen nécessaire à la désintégration de la moitié des atomes d'un échantillon, appelé demi-vie. Étant donné que les atomes possèdent un nombre fini de protons et de neutrons, ils émettent généralement des particules jusqu'à ce qu'ils atteignent un état où leur demi-vie est si importante qu'ils deviennent essentiellement stables. Prenons l'exemple du bismuth, 209. On pense qu'il a le taux de désintégration le plus long. En subissant une désintégration alpha, sa demi-vie est plus d'1 milliard de fois plus longue que l'âge actuel estimé de l'univers. Cela met en évidence la nature durable de certains atomes, soulignant que, malgré leur nature dynamique, ils sont toujours stables. Ils peuvent persister pendant des périodes incroyablement longues. Concrètement, le bismuth 209 présente une longévité remarquable, au point qu'il est souvent considéré comme quasi-éternel. Cependant, le concept d'une véritable vie éternelle pour les particules subatomiques soulève des questions intrigantes sur la désintégration potentielle des protons. Des scientifiques ont proposé des hypothèses liées à la désintégration du proton, une forme théorique de désintégration radioactive. C'est le cas de l'une d'entre elles, connue sous le nom de modèle Gorgui-Glashow, suggère que les protons pourraient pas subir une transformation en un positron et un pion neutre. Par la suite, ce pion neutre se désintègre en 2 photons de rayons gamma. La demi-vie estimée des protons dans ce modèle est astronomiquement étendue à 1,29 10 puissance 34 ans.
Cette durée est exceptionnellement longue, créant un hypothétique chemin vers la vie éternelle. Pour les protons. Toutefois, il est important de noter que dès à présent, il n'existe aucune preuve expérimentale de l'existence de la désintégration du proton. Malgré l'absence de preuves expérimentales concluantes, les recherches en cours dans certains des plus grands laboratoires du monde promettent de faire la lumière sur cet aspect intrigant de la physique des particules. Grâce à une combinaison de chance et de recherches scientifiques rigoureuses, de nouvelles idées pourraient voir le jour, élucidant les mystères entourant la désintégration potentielle des protons et offrant de nouvelles perspectives sur le concept de vie éternelle au niveau subatomique. Des étoiles qui naissent dans le ciel aux minuscules particules qui disparaissent silencieusement, l'univers nous montre une belle danse de création et de disparition. En plein milieu de tout cela, les atomes restent, se transforment sur une très longue période et relient le passé, le présent et l'avenir. Lorsque nous pensons à certains atomes susceptibles de vivre éternellement et à l'idée délicate d'une véritable vie éternelle, l'univers nous demande de réfléchir à des choses vraiment minuscules et à des choses vraiment grandes. Peut-être que dans la danse des minuscules particules, nous voyons des gens qui essaient de comprendre ce que signifie la vie et comment les choses durent. Dans cette immense danse du cosmos, notre quête de compréhension ressemble beaucoup à la façon dont les atomes changent sans cesse. Des anciennes réflexions sur la vie aux nouvelles questions scientifiques, nous pouvons constater que l'univers évolue. Les gens essaient toujours de comprendre ce que l'existence et l'éternité signifient vraiment. Les atomes, ces choses silencieuses qui transportent des objets, nous disent tranquillement que tout a un début et finalement une fin. Mais même dans ce schéma où les choses se font et se défont, il y a quelque chose de beau. Il existe une sorte de lien qui nous unit à l'univers. Les atomes en nous en ont vu de toutes les couleurs, des temps anciens, des étoiles et des galaxies entières. Ils ont observé la danse de l'univers qui ne cesse de changer. Une danse éternelle qui dépasse les limites du temps et de l'espace. Nous voyageons à travers l'immense espace de l'univers et le très petit monde des atomes. Apprécions la façon dont tout est lié. Dans la danse des minuscules particules, nous trouvons des similitudes avec le temps éphémère que nous avons passé ici, ce qui nous rappelle que, comme les atomes, nous faisons partie de la grande histoire de l'univers qui se déroule sur une très longue période. Merci de votre attention.